Depuis 2 mois, plus de 3500 personnes sont allées à la rencontre d'un psy afin de leur confier leurs angoisses, leurs cauchemars. Impossible d'oublier, de reprendre une vie comme avant. La légèreté et l'insouciance se sont envolées. Nous nous sommes rendus dans le service de psychiatrie de l'hôpital de Nice. Michel Benoît, qui le dirige, était là ce soir-là, comme l'ensemble de ses collègues. Il tente de réparer les vies et les esprits, réparer les vivants en quelque sorte. Un choc qui, vous allez le voir, n'a épargné personne, et notamment le personnel hospitalier. Avant de suivre notre reportage, je tenais à vous informer que certains témoignages sont difficiles. Document Marie-Pierre Farcage, Jean-Marie Lecartier, Mathieu Martin et Mathilde Rougereau. Comme la mer sur la plage, le temps efface tout. Enfin presque. La promenade des Anglais retrouve sa douceur, comme avant, ou presque. Car dans le regard de ceux qui étaient là le 14 juillet, il reste des images qui tardent à se dissiper. Pour réapprendre à vivre, il faut parler. 3500 personnes l'ont fait. Les consultations post-trauma de Sainte-Marie, Lanval, ou ici le CHU Pasteur, ne désemplissent pas. Des réservistes sont venus de toute la France pour prêter main forte à la vingtaine de psychiatres et psychologues qui travaillent dans le service que dirige Michel Benoît. Maintenant qu'on est à presque moyen terme de l'événement. Où est-ce qu'on en est un petit peu? Est-ce qu'il y a des difficultés? Depuis 20 ans, il soigne les maux de l'âme. Ce matin de septembre, il reçoit 3 femmes encore sous le choc. Bon, excusez-moi. Excusez-moi, désolé du... Non, mais c'est pas... Mon temps est beaucoup moins précieux que le vôtre. Oh non, et le vôtre aussi, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est-à-dire... Pour vous, je sais ce qui s'est passé le 14 juillet, mais pour vous? Pour moi, on se dirigeait vers la zone piétonne. On était entre le Rul et le Méridien. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait quelques pas. Les gens nous disaient « Courez, courez, il y a des terroristes dans la ville qui vont vous... Il faut courir parce qu'ils sont en train de tuer tout le monde. » Vous avez été témoin d'un mouvement de foule, c'est ça? Oui, ah, voilà, j'étais prise dans un mouvement de foule. Prise dedans, même? Prise dedans. Le feu d'artifice se termine vers 22h20. Les 30 000 personnes commencent à se disperser. D'autres restent pour écouter les orchestres. Quand une rumeur sème un vent de panique. Ça a été violent parce que je suis tombée. C'était terrible, hein. J'ai cru me faire piétiner. Oui. Mais vraiment, j'ai cru mourir. Hein. C'était la panique. Vous avez cru mourir sur le coup? Ah, j'étais en panique totale. Jacqueline a couru aussi et s'est réfugiée dans un bar. On entendait des coups de feu, bon, et j'entends un monsieur derrière moi qui dit peut-être à sa femme, ne cherche pas à comprendre, cours. Ça m'a galvanisée, j'ai fait comme eux. Vous vous souvenez de ce que vous avez éprouvé à ce moment-là? Étrangement calme. Étrangement calme. Étrangement calme. Ça vous a surpris après coup? Ah oui, je fais preuve de sang-froid. Tiens, il y a un coup de feu. Non, c'est une porte. On dirait un coup de feu. Bon, ça vous arrive parfois d'avoir encore des réactions de sursaut? Oui, quand je comprends pas ce que c'est. S'il y a un bruit bizarre, ça vous arrive un peu? Oui, ben là, vous voyez, j'ai cru que c'était un coup de feu. Vous vous sentez encore en insécurité? Ah, mais complètement. Je ne peux pas aller sur la prom, je n'y suis pas retournée. Vous n'avez pas pu? Ah, je ne peux pas y retourner sur la prom. La prom, c'est le surnom que les Niçois donnent à la promenade des Anglais. Sylvie n'y était pas, mais son mari et ses proches, oui. Elle les a cherchés jusqu'à 5h30, quand elle a enfin su qu'ils étaient vivants, mais blessés. C'est des flashs d'angoisse, d'attente. Ouais. De l'attente qu'il y a eu cette nuit-là. Oui, parce que vous ne saviez pas ce qu'il était advenu, quoi, c'est ça? On a cherché tout le monde toute la nuit.
Est-ce qu'il y a des activités pour lesquelles vous vous sentez encore limité, vous sentez que c'est encore difficile? Lire, j'arrive pas à me concentrer sur ce que je lis, donc je lis des magazines, mais j'arrive pas à prendre un bouquin pour le moment. J'ai du mal à m'endormir. Alors, vers les 2 h du matin, quand je vois que je dors pas du tout, je prends un cachet. Écoutez, j'ai l'impression que je deviens folle. Pourquoi? Parce que par exemple, je sors de chez moi. Je vais jusqu'à la voiture. Bon, je me dis, je prends pas la voiture, je n'arrive pas. Je retourne chez moi. Je sais que j'ai fermé la porte, mais il faut que je vérifie. Oui. J'ai pris conscience que maintenant, ça peut venir à n'importe où, à n'importe quel moment. Vous avez l'impression que c'est possible, c'est ça? Ah oui, j'en suis convaincu. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de vivre ou qu'il faut ne rien faire, mais ça veut dire qu'il faut en être conscient. Que ça peut arriver n'importe où, n'importe quand, et à n'importe qui. Vous avez le sentiment qu'on ne peut plus vivre aussi sereinement qu'avant? Je pense que les gens qui l'ont vécu ne peuvent pas le vivre sereinement. Ceux qui l'ont vécu. D'accord. Bon. Il faudra parler souvent et longtemps avant de retrouver le chemin de la sérénité. Ce que je voudrais savoir, quand est-ce que je vais savoir que je peux le classer, que ça sera classé dans ma tête. Il faut le classer. Le mettre dans un tiroir. Oui, quand est-ce que je vais pouvoir faire ça? Il faudra un petit peu de temps, ça va pas, c'est pas du jour au lendemain que les choses vont se faire, mais elles peuvent se faire et elles vont se faire. Quand les patientes ressortent de leurs 3/4 d'heure d'entretien, elles ont posé un peu de leur fardeau. Leur pas est plus léger, les épaules moins lourdes. Elles sont sur la bonne voie pour reprendre le cours d'une vie apaisée. Michel Benoît reste en contact permanent avec toutes les équipes du CHU, et notamment celles qui sont intervenues dans l'urgence le 14 juillet. Il sait ce qu'elles ont vécu, puisqu'il était là ce soir-là. J'avais regardé le feu d'artifice depuis ma fenêtre. Il faisait un petit peu frais ce soir-là. Et c'est ma fille qui est venue, avant que j'aille dormir, me dire, mais regarde, tu as vu papa, regarde, tu as vu ce qui se passe à la télé, il y a eu un massacre, il y a de nombreux morts sur Nice, sur la prom, et les premières images. Quoi. Et donc là, bon, spontanément, et beaucoup de professionnels ont été dans le même cas, hein, on dit, il faut qu'on y aille, quoi. Avec ses confrères venus sans qu'on les appelle, ils ont organisé la première cellule d'écoute dans cet amphithéâtre qu'ils appellent le Galet. Les familles veulent des nouvelles, certaines vont attendre 48 heures. Il y a souvent un effet de sidération qu'on a ressenti d'ailleurs chez les personnes même qui venaient ici quelques heures après, qui étaient encore sidérées et voire pétrifiées par ce qu'ils avaient vu, ressenti ou entendu. Même s'ils n'étaient pas sur place. Et donc, notre travail, c'est de faire cet accompagnement, de recevoir la plainte, d'apaiser l'anxiété immédiate, et puis de commencer à dépister des signes qui pourraient faire craindre que la personne s'engage dans un stress traumatique. En mars, dans ce CHU tout neuf, les équipes avaient fait une simulation d'alerte attentat. Le scénario d'un camion qui provoque une centaine d'accidents à la chaîne n'avait pas été envisagé. Les pompiers et les équipes du SAMU sont souvent débriefés par des psychologues après une grosse intervention. Ils l'ont été au lendemain du 14. Ce soir-là, Vanessa est partie en vacances à 19h30. Elle est revenue proposer ses services 3 heures plus tard. Madame, on va mettre une petite écharpe là, pour vous aider à porter le plâtre. D'accord? Je fais un petit nœud derrière. Super. On ne peut pas imaginer l'intensité des émotions qu'on ressent au moment où ça arrive.
Qu'est-ce qui vous permet d'éviter d'avoir des images qui reviennent en boucle ou D'en parler avec nos amis et nos collègues en fait. On en parle, on se retrouve dans un restaurant, dans un bar, on va boire un verre, on va manger, on sort entre collègues, entre amis, on en parle à la maison. Ça nous fait du bien. Et du coup, ça va. Derrière, ça va. 25 patients en urgence vitale sont arrivés ici dans la nuit du 14 juillet. Dans 8 salles, les chirurgiens ont opéré sans interruption. On peut imaginer l'affluence et l'agitation, là où tout paraît calme aujourd'hui. En fait, non, on ne peut pas. On n'est tellement pas habitué à ce genre de prise en charge qu'en définitive, on a plus l'impression de vivre un entraînement, quoi, quelque chose de fictif. C'est un peu comme ça que je l'ai vécu, en fait. De ne pas réaliser vraiment le moment que je vivais à l'instant T. Mais ça a été plus les jours d'après où j'ai vraiment réalisé ce qu'on est de vivre et de voir, en fait. Et des fois, ça revient parce que quand je croise quelqu'un, par exemple, du thorax qui ne travaille pas forcément ici, elle me pose la question, est-ce que tu étais là le 14 juillet? C'est la question. Et ça forme un lien, finalement, entre nous. Tout le monde. Ouais. Tous ceux qui ont travaillé ces nuits-là ont été soumis au stress et à l'horreur. La seule solution, c'est de les faire parler. On va prendre un peu le pouls de Jacques. Depuis le 1er septembre, le personnel dispose d'un numéro d'urgence et des réunions sont organisées service par service. Les équipes s'en sortent peut-être un peu mieux, parce que ça, je tiens à le dire, c'est que depuis le janvier 2016, on y travaillait sur ce plan-là, d'accord ? On s'est préparé à l'Euro 2016, ce qui a peut-être amené à mieux supporter cette horreur, parce que professionnellement, on était prêts. Voilà, enfin, je sais pas, Ludivine. On travaillait main dans la main pour ça, et puis, mais bon, on s'y attend pas. On s'y attendait pas à ce moment-là. Mais on n'a pas baissé les bras pour autant. On entre dans le bloc, on met la blouse et on fait notre travail. Et il faut qu'on mette de côté tout ce qu'on a ressenti, en fait. C'est ça qui était dur. Tant qu'on est dans l'action, on y arrive relativement. On pense plus, au fait. Il faut agir, donc on met de côté. Il faut être efficace. C'est après que ça revient. Après, quand on rentre chez nous et on réfléchit à ce qui s'est passé et ça revient, quoi. Là, c'est plus dur. Oui. Au travail, finalement, on n'était pas seuls parce que avec les collègues, on s'entraidait vraiment bien, donc on ne se sent pas seul. C'est rassurant. Oui. Oui. C'est une famille, hein. Oui. C'est une famille. C'est la seconde famille. On est 12 heures ici. On se connaît par cœur. Les équipes qui étaient sur le terrain sont revenues dans un état second. Il y avait beaucoup de sang, beaucoup de morts. Ils n'ont pas pu faire grand-chose en fait sur place. Et sur les urgences, après, oui, j'ai quelques collègues qui étaient sur le déchocage. Et ça a été dur à ce moment-là parce qu'on entendait des voix. Moi, j'ai une voix qui m'est restée. C'est au pire, on coupe, quoi. On est encore tous un peu blessés, quoi, un peu modifiés. Hein, et il ne faut pas que ça altère nos capacités, quoi. Ça, c'est à nous de palper ça. Qui sait que ça peut altérer encore un petit peu dans son sentiment d'être, de bien fonctionner? Oui, c'est très très compliqué de recevoir les familles qui sont en détresse et qui cherchent de partout leurs proches. Et avec le peu d'éléments que nous on avait, parce que malheureusement l'état physique des patients qu'on avait reçus, c'était très difficile de les identifier. Et donc c'est très compliqué parce que si c'était pas eux, de toute façon, ils disaient bon alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est mort, et on n'était pas en mesure de le dire, mais c'était une mauvaise nouvelle. Et si effectivement il s'avérait que c'était bien leurs proches, c'était aussi une mauvaise nouvelle. Donc en fait, quoi qu'il arrivait, on était porteurs de mauvaises nouvelles. Donc ça, c'était très compliqué pour nous, parce que tout le monde était impliqué, hein, toute l'équipe, tous les soignants, aides-soignants, infirmiers, on était tous ensemble à essayer d'identifier les patients. Nous, on a assisté à tout ça, impuissants, parce que nos petites mains, on a fait ce qu'on pouvait, donc oui, ça me touche. Oui,
on a perdu personne. Donc, voilà, on a perdu personne. Donc on va pas se mettre à la place de ces gens-là qui ont vraiment perdu quelqu'un. Enfin, leur vie, elle est ruinée. On perd un enfant de 4 ans. Enfin, j'ose pas imaginer comment vivre derrière. Mais le fait d'être en équipe, de parler, d'être solidaire, c'est tout. Voilà, c'est l'équipe qui nous tient. Et vraiment, la vie continue. Après, c'est vrai qu'au début, arriver, s'occuper d'un patient qui arrive parce qu'il a bu 2 bouteilles de whisky et qui vient hurler et crier sur tout le monde. Sur le coup, on est là, on fait bon. Voilà. C'est un petit peu dur, ouais. C'est bon, on va faire comme d'habitude, mais c'est difficile de prendre. Voilà. Moi, je crois que dans ces moments-là, je crois beaucoup aux les pauses café. Ouais. Les pauses café, ça fait partie du travail. Ouais. Bon. Ne râle pas, hein. Mais je râle pas. Bon, allez, merci à vous. Merci. On est tous confrontés aux mêmes difficultés, je veux dire. Mais après, tu as un job où tu dois aider et c'est à toi d'aider. Enfin, c'est à toi d'être là, c'est à toi d'organiser, c'est à toi de détecter. L'impression qu'on a eue, c'est que les gens qui étaient sur le front se sont pris une vague, un raz-de-marée horrible. Et que ceux qui étaient sur l'arrière, c'est beaucoup plus sournois, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus prolongé dans le temps. Même si on a l'habitude de l'horreur, c'était exacerbé à la puissance 4. Ça, c'est vrai. Et vous, comment vous vous protégez? Comme on peut. Il part en vacances avec les psychiatres. Ouais, je pars en vacances avec mon psychiatre particulier. Ça me rend un grand service. Puis vous savez, on boit un peu de muscadet, ça nous aide à oublier. Non, je rigole. Non, mais ça fait partie de la vie. Il rigole pas tant que ça. C'est un peu ce qu'on a fait. C'est vrai qu'on s'est retrouvé le 30 juillet à la boule et c'est vrai qu'on a un peu... Ça nous a aidé à décompresser. Et on en avait besoin parce que c'est vrai que c'était des périodes difficiles. Donc il faut qu'on revienne dans la vraie vie. C'est pas forcément simple de revenir dans la vraie vie après avoir vécu ça. C'est vrai que... Voilà. Ne pas s'enfermer dans ses pensées, éviter de rester seul à ruminer, les conseils ne relèvent souvent que du bon sens. Les nounours et les mots de soutien ont été regroupés au pied du kiosque à musique. Les remerciements aux secours et aux médecins sont sincères et nombreux. Baby never treats me sweet and gentle. Les sportifs réinvestissent peu à peu ces 7 km de terrain de jeu. De son 5e étage, René les voit, mais il a d'autres images en tête. Pour les chasser, il se replonge dans ses souvenirs. Ça, c'est au Negresco. Quand j'étais musicien, oui, j'ai démarré, j'avais 10 ans. J'avais mes parents qui jouaient dans un orchestre musette. En plus, comme je suis... comment dirais-je, moitié espagnol, moitié français, donc je chantais la salsa qu'on parle tant maintenant, Besame, tout ça, moi je l'ai chanté, j'avais 16 ans, 17 ans. Et j'étais également rédacteur en chef du Chasseur français, en tant que journaliste. Voilà. Il est peintre, collectionneur et solidaire. Dans la nuit du 14 juillet, 40 personnes se sont réfugiées ici, chez lui. La scène, il la revit sans cesse. Le camion a été stoppé par les tirs, juste en bas de chez lui. Ce qui s'est passé sous ses yeux, il nous l'avait raconté le dimanche d'après l'attentat. Le feu d'artifice a été extraordinaire, les gens applaudissaient et tout. À ce moment, je me suis tourné sur la droite là-bas et j'ai vu à 100 mètres à peu près un camion à toute vitesse, blanc, c'était très impressionnant, et des gens qui jaillissaient, qui étaient projetés plus haut que le camion, tout le long.
Et ça hurlait de partout. Il y en a qui se sont mis à courir. Et ce camion a continué à foncer, en raflant tout. Il allait de gauche à droite par moment, et tout ce qui bougeait. Et là devant, il y avait des familles avec leurs enfants, avec des poussettes et tout. La famille complète, il a foncé dessus. Il les a écrasés, il s'est retourné. Il y avait d'autres familles. Il s'est projeté en l'air. Il tombait. Il y en a qui tombaient même jusque sur le gazon qu'il a devant. Là, entassés, c'était pas un mort, ni deux, c'était des 5, des 10, des 15 qui étaient entassés. Et bon, on croit que c'est irréel un peu. Que c'est irréel. On ne peut pas réaliser. Même maintenant, je me demande si j'ai pas fait des cauchemars et que j'ai pas rêvé ça. La nuit, je me réveille et je dis c'est pas possible que des gens soient capables de faire ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Au bout de plusieurs semaines, il n'arrivait pas à dormir. Il est donc allé consulter. Je suis allé au centre universitaire pour me soigner. J'étais très, très fragile. Parce que moi, je ne voulais pas y aller. Je suis un type assez fort, normalement. Mais alors, maintenant, je suis une loque. Mais disons, je me réveille, ça me réveille. Mais là, moi, j'ai peut-être une force supplémentaire que les autres n'ont peut-être pas. C'est que j'ai la haine. J'ai la haine. Une colère diffuse contre les djihadistes, les politiques qui se sont rejetés la faute, doublée d'un sentiment d'impuissance devant le drame qui se déroulait sous ses yeux. Moi, j'aurais voulu, si j'avais été quelqu'un de super naturel, les prendre, l'élever au moment où il arrivait. Parce que j'ai dit, ils vont prendre. Et eux, ils s'en rendaient pas compte. Et moi, je voyais le camion qui arrivait. C'était terrible. D'autant plus terrible que son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants étaient descendus sur la promenade et qu'il a fallu du temps avant qu'ils sachent qu'ils étaient sains et saufs. Ma petite fille, elle dort avec ses parents, dans le lit de ses parents encore. Hein. Elle a fait un rêve récemment, dimanche, elle m'a dit, grand-père, j'ai rêvé cette nuit, que je fais des cauchemars. Elle dit, je vois la tête qui arrive vers moi, et puis le bras qui vient pour l'attraper. Le bras qu'elle a vu coupé. Alors on a beau lui expliquer, je lui ai expliqué, je lui ai dit non, moi j'essaye de dire non, ça va passer. Je lui ai dit l'autre jour, le camion il a été tout... Elle me dit mais si le camion... J'ai dit il a été tout mis en morceaux, tout. Alors après elle recommence, elle me dit oui mais lui... Je lui dis non, je lui dis lui aussi il a été tué, tu as vu, etc. Bon, c'est pas bien intelligent d'être obligé de dire à un gosse c'est bien de tuer. Eh ben moi je suis obligé de lui le dire. Il a été tué ce monsieur. Eh bien elle m'a répondu, je lui dis puis maintenant ça va être l'école bientôt. Eh bien elle m'a répondu, grand-père, je pense à l'école, mais ça tu m'empêcheras pas de penser à ça parce qu'il vient tout seul. Je pense aux deux. Voilà. Mais ça, toute sa vie elle le gardera. Moi je suis révolté. Enfin basta. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire, mais... Vous avez retrouvé le sourire quand même. Moi, je l'ai souvent, mais il y a des périodes, je continue à dormir avec des somnifères et tout, parce que encore il y a 2 jours, j'ai rêvé encore. De son balcon, on voit cet immeuble en verre bleu, la fondation Lanval. Près de 1000 enfants et adolescents y sont venus consulter les pédopsychiatres. Certains sont encore suivis. Les images, les bruits de cette soirée-là, ils n'arrivent pas à les oublier. Nous ne travaillons pas dans l'idée d'aider les gens à oublier. On va aider les enfants et les adolescents à construire une histoire autour de ça, à construire leur histoire autour de ça. Ça fait partie d'eux-mêmes. Ils ont vécu ça. On ne peut pas l'oublier. Pas question, au contraire. Ça fait partie de la mémoire individuelle maintenant et de la mémoire collective, cette histoire-là. Donc il va falloir apprendre à vivre avec ça. Il y a des signes qu'il faut repérer et qui doivent alerter les parents. Si vous voyez des enfants qui sont beaucoup plus en difficulté que d'habitude pour la rentrée scolaire, avec beaucoup d'inquiétudes, des difficultés d'endormissement, des réveils nocturnes, des troubles digestifs, des troubles urinaires, la peur de partir à l'école, la crainte de pouvoir sortir dans la rue, le fait de passer beaucoup de temps devant la télévision, hein, souvent ça c'est un signe dépressif. Nous sommes encore dans la post-urgence. De façon étonnante, on continue à recevoir beaucoup de demandes.
la rentrée dans les écoles, les enseignants ont beaucoup fait parler et dessiner les enfants. Des psychologues sont même venus les aider. Michel Benoît, comme tous les autres spécialistes, ne pourra pas éternellement greffer des rendez-vous supplémentaires dans son agenda. Ceux-là, il faut les décaler. Un ou deux là. Et après, ce qui peut différer, peut-être, tu vois, rajouter la semaine prochaine. On peut regarder 2 secondes, sinon je ne vais pas y arriver. Donc le premier, Monsieur S, hein, tu le laisses. Et alors ceux que tu déplaçais cet après-midi, je ne sais pas comment tu vas faire. La prise en charge des traumatismes prendra du temps. Il a donc besoin de moyens. 30. Ok, c'est le plus simple parce que sinon... Il ne faut pas négliger ses patients d'avant et faire attention à ne pas multiplier les consultations post-attentat. Même si chaque histoire est différente, on va peu ou prou souvent retomber sur les mêmes thématiques de peur, d'appréhension, de pessimisme, de frustration, de culpabilité, donc des choses qui finissent par être assez lourdes. Et donc le risque, c'est de tomber aussi dans une sorte de répétition de nous-mêmes, d'accord, dans les conseils et dans les attitudes, alors qu'il faut essayer de personnaliser le plus possible l'approche, même si les bases sont les mêmes pour beaucoup d'individus. Donc on est amené quand même à... Je crois que c'est important qu'il y ait beaucoup d'individus, beaucoup de professionnels qui puissent suivre beaucoup de personnes. Et vous, quand vous rentrez, vous faites du yoga, vous mettez de la musique? Je mets la télé, pas forcément les actualités, d'accord, mais je peux faire du sudoku, je peux faire des jeux, je peux arroser mon jardin. Ma technique, c'est d'arroser mes rosiers, qui ont beaucoup soif en ce moment. Chaque jour est une vie. Il faut savourer. À l'étage des blessés, Karim sait que la sienne n'a tenu qu'à un fil. 4 jours de coma, et puis 2 mois bloqué dans ce lit, à regarder le monde par un petit coin de la fenêtre. Karim est devenu philosophe. Moralement, ça va. J'ai appris l'école de la patience. J'accepte mon sort parce qu'on m'a laissé entendre que je pourrais remarcher et qu'il n'y a pas d'autre solution, donc je l'accepte. J'ai parfois des petits coups de déprime, mais j'essaie de m'organiser dans mon lit, dans mon vaisseau, comme je l'appelle, en lisant, en essayant de communiquer avec l'Internet, la télévision. Donc le temps passe. J'essaye de l'aider à passer le plus rapidement. Voilà. Il ne veut pas qu'on voie son visage, car il refuse cette image d'homme blessé. Il réapprend à vivre comme avant, pas à pas. Réapprendre à marcher, oui. À 51 ans, je vais réapprendre à marcher, mais bon. Et puis un jour, peut-être pas faire un jogging, mais au moins pouvoir marcher, aller jusqu'à une terrasse, boire un café, ça peut paraître anodin quand on le vit au quotidien, mais j'ai presque une jalousie des personnes qui sont capables de faire ça aujourd'hui. Mais ça reviendra. C'est précieux et ça va revenir. Ça va revenir. Mais c'est vrai que ça fait énormément réfléchir sur soi-même, sur la vie, sur ce qu'on a pu faire auparavant. Et quelque part, j'allais dire, c'est presque positif. Nice souffre encore en silence, mais cherche à montrer au monde entier le meilleur d'elle-même. Ce soir-là, on a croisé Iné. Elle chantait Armstrong. On s'est dit que ce texte-là collait bien aux images de la vie qui reprend. Comme avant, ou presque. Voilà pour ce document. Merci à tous les témoins pour la confiance qu'ils nous ont accordée et à l'ensemble du personnel hospitalier que je salue chaleureusement.